Les LED ont révolutionné l'éclairage, aussi profondément qu'Edison l'avait fait en inventant l'ampoule à incandescence. En décembre 2015, à bon entendeur vous parlait déjà de cette révolution. Si vous me demandez, moi, d'un point de vue physicien, est-ce que c'est une bonne technologie, je vous dis, c'est la technologie qui est aujourd'hui incontournable et qui ne sera jamais remplacée, parce qu'on ne peut pas faire mieux d'un point de vue de la mécanique quantique, du rendement énergétique et du spectre lumineux que l'on peut obtenir. Après, c'est un problème économique, de choix, de décision pour réduire les coûts. Nous sommes retournés voir Nicolas Grandjean, 4 ans plus tard, pour vérifier si son enthousiasme reste intact. Alors certes, il y a toujours l'enthousiasme du chercheur qui voit quelque part une partie de ses travaux arriver et se révéler et se retrouver dans les étals des magasins. Aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas d'amertume, mais une petite déception. Au départ, l'adoption des LED était freinée par le coût des LED. C'était plusieurs dizaines de francs. Aujourd'hui, on en a à quelques francs. Et pour ça, il faut simplifier la technologie. Donc si le consommateur n'est pas suffisamment renseigné sur les critères importants dans le choix de la lampe à LED, eh bien forcément, on va vers des produits de mauvaise qualité. Les LED, c'est une rupture dans la manière de faire de la lumière. Depuis le néolithique, les humains s'éclairent avec du feu, et puis avec des chandelles. Et grâce à l'électricité, Edison a mis ce feu en bouteille. Il a inventé l'ampoule à incandescence qui a régné pendant plus d'un siècle dans nos abat-jours. Les LED, c'est de la lumière sans feu. Un courant électrique qui passe dans un semi-conducteur excite ces électrons qui produisent ainsi de la lumière. En termes d'énergie, c'est beaucoup plus économique. En termes de longueur d'onde, c'est une lumière plus pauvre que celle du soleil. Pour produire du blanc, il suffit d'avoir finalement que 2 couleurs. C'est ça qui est toujours très étonnant, c'est que si je vous montre du bleu et du jaune, vous allez me dire en peinture ça fait du vert, mais pour l'œil ça fait du blanc. Ce qui veut dire que l'œil perçoit en fait assez mal la lumière. L'œil est un très mauvais juge. Avec simplement 2 couleurs, il croit voir du blanc. Il voit du blanc, mais ce n'est pas vraiment du blanc. Pas le même blanc, en tout cas, que celui des anciennes ampoules qui se différenciaient par leur intensité, exprimée en watts, autrement dit, leur consommation d'énergie. Avec les LED, cette intensité s'exprime maintenant en lumens. Les lumens, si vous voulez, c'est la quantité de lumière que l'ampoule va délivrer. Je dirais que pour une pièce, typiquement, alors ça va dépendre si c'est une chambre à coucher, si c'est un salon. Pour une chambre à coucher, il va falloir, je dirais, 1000 lumens, peut-être pour une pièce de 15 mètres carrés. Ça dépend vraiment aussi de l'ambiance que l'on veut donner, donc c'est un chiffre difficile à appréhender. Essayons de faire simple alors. On se souvient des ampoules à 40, 60 ou 75 watts. Avec la technologie LED, pour un éclairage équivalent, on choisira une ampoule de 400, 600 ou 800 lumens. Mais ce n'est pas tout. Depuis quelques années, on différencie les ampoules qui produisent un blanc froid de celles qui produisent un blanc chaud, voire extra chaud, ce qui est parfois exprimé en Kelvin. Typiquement, on va dire un blanc chaud, c'est autour de 2700 Kelvin, et puis 4000, 4500 pour un blanc froid. On commence à voir ces lampes vintage à moins de 2000 Kelvin qui donnent vraiment la couleur des vieilles lampes à incandescence. Donc en fait, c'est aussi l'intérêt des LED, c'est qu'on peut vraiment avoir une panoplie de blanc en fonction de l'ambiance que l'on veut donner à sa pièce. 3 physiciens japonais ont inventé les LED, capables de produire une lumière blanche. Au départ, cette lumière était extrêmement froide. En Asie et au Japon en particulier, on aime ces lumières blanches, on aime cette lumière assez froide, peut-être liée au climat, je ne voudrais pas me prononcer, mais ça peut jouer. Et au contraire, en Europe, en Occident et aux États-Unis, on aime ces lumières plutôt chaudes, et on voit aujourd'hui d'ailleurs sur le marché des lumières chaudes. Quelle que soit la température de la lumière blanche, elle est toujours composée d'une partie de lumière bleue. Aujourd'hui, on sait que cette lumière bleue a des effets négatifs sur notre santé. Du point de vue scientifique, on n'a pas vraiment de démonstration d'un effet direct aigu de la lumière de l'ambiance. Mais on sait que si on regarde une lumière bleue
directe, on peut avoir des effets très aigus au niveau de la rétine. L'exposition chronique à la composante bleue de la lumière endommage la rétine et peut notamment accélérer le développement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA. Par ailleurs, cette lumière bleue donne au cerveau le signal qu'il doit rester en activité. Elle empêche l'endormissement. Regardez tout ça devant vous. Une exposition prolongée aussi la nuit à lumière artificielle donne une altération de production de la mélatonine, qui est notamment l'hormone du rythme circadien. Et du coup, on a des troubles du sommeil. Une étude récente montre un effet surprenant de la lumière bleue perçue par une femme enceinte. Cette lumière perturbe également la production de mélatonine du bébé, qui risque ainsi d'avoir des troubles du sommeil à la naissance. Et si la question de la lumière bleue vous intéresse, vous trouverez en lien sur abe.ch le rapport complet de l'Agence nationale française de sécurité sanitaire et une fiche d'information du département fédéral de l'Intérieur. Lumière bleue des écrans ou lumière trop blanche, tout ça, ça stresse notre organisme qui est programmé en fait pour suivre le rythme de la lumière du jour. On vient de parler de l'intensité de la lumière exprimée en lumen, de blanc plus ou moins chaud, là c'est en Kelvin. Il y a encore un indice, c'est le rendu des couleurs qui détermine la qualité de la lumière produite. C'est assez subtil et c'est important pour ne pas se retrouver avec des objets bien éclairés, certes, mais qui ont l'air assez fadasses. Intéressons-nous au fonctionnement de l'œil humain pour comprendre ce qu'est l'indice de rendu des couleurs d'une lampe à LED. Alors l'œil voit typiquement du violet, on appelle ça en micron 0 micron, 0,4 micron, et puis jusqu'au rouge, typiquement 0,8 micron. Si je prends une lampe à incandescence, les vieilles ampoules, on avait typiquement un spectre très large. Et c'est ce spectre très large que l'on voit quand on regarde un arc-en-ciel, en fait, on voit cette multitude de couleurs qui correspond à la lumière blanche. Les lampes à incandescence avaient un rendu des couleurs de 100, comme le soleil, le maximum, par opposition à un indice de rendu des couleurs de 0 qui fait voir la vie en noir et blanc. Les LED sont arrivées avec quelque chose de très révolutionnaire. Elles utilisent en fait la sensibilité de l'œil. Vous avez un pic qui est dans le bleu, et puis sur cette petite LED bleue, on vient rajouter ici un matériau qui va convertir la lumière ici dans le jaune. Et quand on mélange le bleu et le jaune, on crée de la lumière blanche. Si je trace ici, le soleil, lui, c'est toute cette grosse patate de couleurs. Et donc, avec ma LED, ce que je vais essayer de faire, vous voyez ce spectre qui est là, je vais essayer de l'élargir. Je vais essayer de rajouter un certain nombre de couleurs pour essayer d'être le plus large possible et essayer de reproduire en fait le spectre solaire. On sait fabriquer des LED dont le rendu des couleurs est presque aussi bon que le soleil, mais c'est cher. La plupart des éclairages à LED se contentent d'un RA de 80. Si vous voulez juger en fait de la qualité de la lumière quand vous achetez une ampoule à LED, il ne faut pas la regarder. Vous avez souvent sur les étalages une variété de lampes à LED allant de blanc froid à blanc chaud, et puis vous allez choisir celle qui vous plaît, peut-être du blanc froid pour votre cuisine, du blanc chaud pour une chambre à coucher. Ne faites pas ça. Prenez en fait par exemple une belle photo avec surtout du rouge, ou je dis souvent venez avec vos tomates, parce que vous pouvez avoir une lampe très chaude à l'œil, mais qui en fait est incapable de rendre correctement les couleurs et votre tomate va paraître grisâtre. On a donc deux lampes à LED, une avec un indice de rendu des couleurs, un RA de 80. Vous voyez que cette tomate, elle est un peu terne. Et quand je l'amène maintenant sur cette lampe à LED, avec un indice de rendu des couleurs de 95, on voit qu'elle présente un rouge flamboyant.
Et le conseil est d'autant plus utile que ce rendu des couleurs RA en anglais, IRC en français, est parfois écrit en tout petit sur l'emballage de l'ampoule, voire pas du tout. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Manuel. Alors maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne, ces ampoules LED, la question c'est de savoir est-ce qu'elles sont fiables, économes en énergie, durables. Il fallait en tester pour le savoir. Exact. Et on s'est mis à 3 pour faire ce test avec nos collègues de la radio, On en parle, et puis avec les services industriels de Genève aussi qui sont montés sur ce test. Nous avons acheté 8 lots d'ampoules, chaque fois 5 ampoules qu'on a envoyées dans un labo dans le sud de la France pour faire différents tests. Et on commence par le test de la durée de vie. On va les mettre dans une étuve à 45 degrés pendant 3000 heures. Elles restent allumées de 2h45 et ensuite on les éteint 15 minutes, puis elles reprennent. Quand un consommateur utilise une ampoule, il ne va pas la laisser allumer constamment, il va l'éteindre, allumer par exemple la lumière qu'on met dans la cuisine. On va l'éteindre et l'allumer souvent. Quand on fait le vieillissement à 45 degrés, ça correspond à l'utilisation d'une ampoule dans un endroit qui peut être fermé. Pour voir s'il y a des différences, le vieillissement, comment il se passe, et voir si elles vieillissent bien en fait. Donc on est devant une sphère d'intégration. Donc on va mesurer le flux lumineux, l'indice de rendu de couleur, la température de couleur. C'est l'ensemble de la lumière et du flux lumineux qui, étant réfléchi sur les parois, sera mesuré avec le capteur qui est au fond de la sphère. Voilà. Et on aura une valeur globale de tout ce qui rayonne de la lampe. Donc c'est plutôt fait pour des lampes non directionnelles. Voilà. Au final, Manuel, nous avons retenu 4 critères pour ce test. Le flux lumineux, c'est-à-dire ces fameux lumens, la durée de vie, la température de couleur, qui est en Kelvin, et puis le rendement énergétique, c'est-à-dire la luminosité fournie par ampoule par watt consommé. Bon, voilà qui est très clair. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est quelle est la meilleure ou les meilleures ampoules. Oui, alors il y en a 3 qui s'en sortent très bien. La Philips, cette Philips-là, achetée chez Interdiscount, s'en sort très bien sur la plupart des critères. C'est aussi une des plus chères du test. Elle coûte 12 francs 95. Elle obtient 9,2 points sur 10, une très bonne note. On a aussi la Easy, achetée chez MediaMarkt. C'est la moins chère du test. Elle coûte 4 francs 95. Elle obtient 9,1 points. Elle est aussi très bonne sur la plupart des critères. Et puis la troisième de ce lot, de très bonne, c'est la M Classique de la Migros, qui a un prix intermédiaire à 7 francs 95, qui est aussi très bonne sur ces critères. Ensuite, on a 2 modèles très moyens, satisfaisants seulement. Tout à fait. Alors, c'est la Osram LED Star classique, et puis la Lumimart, qui est une des moins chères aussi, parce qu'à la pièce, elle coûte 4 francs 98. Ces 2 ampoules ont un flux lumineux qui baisse de 17%, et puis elles ont un rendement énergétique plus faible. D'accord. Et en fin de classement, en fin de classement, on a ces 3 ampoules-là. On a la HomeTech de Maxi Bazar. Cette lampe, une ampoule perd 48% de son flux lumineux et une autre de ces ampoules perd 78% de son flux lumineux, ce qui est beaucoup. 2 ampoules sur 5 qui sont mauvaises. On a ensuite la Merox, qui était une bonne ampoule sur l'ensemble des tests, mais malheureusement, cette ampoule, au bout de 3000 heures, une de ces 5 ampoules ne s'allume plus et donc elle a été déclassée à cause de cette perte de vie, sachant qu'il est quand même inscrit sur l'emballage qu'elles font 25 000 heures. Alors elle est vendue par la COP. Qu'est-ce que la COP a répondu à nos sollicitations ? Alors, la COP se dit étonnée de ces résultats et ne pas avoir eu de réclamation de la part de leurs clients. Et la dernière du classement, c'est laquelle ? Et la dernière, c'est la Muller. 2 ampoules n'arrivent pas au bout de 2000 heures d'utilisation sur 5. C'est pas grand-chose par rapport aux 25 000 heures promises. Que répond Jumbo, en fait ? Alors, Jumbo nous dit que ces défaillances sont dues à la température du test, 45 degrés, et que de leur côté, ils n'ont pas eu de remarques de la part de clients. Bon, mais visiblement, ça arrive quand même. Alors, quelles sont les garanties ? C'est une question qu'on peut se poser. Alors, tous ces produits sont garantis 2 ans. Bien sûr, la grande question, c'est qu'on voit 15 000, 25 000 heures marquées sur les paquets et puis on ne sait pas ce qui se passe une fois que les 2 ans sont passés. D'accord. Il y a un léger bluff quand même. Merci Stéphane. Tous ces résultats, vous les retrouverez évidemment sur abe.ch. La nouvelle tendance maintenant, c'est de vendre des ampoules LED pas seulement à la pièce, mais encastrées dans un luminaire. C'est bien joli et c'est un peu problématique. Regardez. Ces commerçants nous ont contactés pour nous raconter leur mésaventure. Parfait. Une histoire de spots LED achetés en grande surface qui ne tiennent pas la route. Donc le voici là, le petit souci de lampe. Quand on a fait l'installation ici des luminaires au magasin,
On a été choisir dans les grandes surfaces des rampes, en fait, où il y a 5 spots comme ça qui peuvent être un petit peu dirigés à gauche, à droite. Et les ayant achetés et installés en 2016, en 2019, donc début de cette année, il y a un spot qui s'est éteint. Alors bon, je suis retourné chez le fournisseur et puis je suis arrivé vers lui un petit peu, écoutez, voilà, j'ai pas très bien compris comment changer la LED à l'intérieur. Est-ce que vous pourriez m'aider et me donner le produit, on va dire, qui va être remplacé? Et c'est là que, effectivement, le vendeur m'a dit que ça ne se changeait pas, en fait. Nous avons contacté le magasin qui confirme. Oui, c'est bien tout le pack de 5 spots qui est à changer pour une seule LED défectueuse. Est-ce vraiment rationnel? Rationnel, je dirais oui et non. À l'heure actuelle, l'heure de travail est tellement chère qu'on arrive à des 120, 130 francs l'heure. Juste pour changer une LED, il faut déjà compter 1 heure. On arrive souvent plus cher que le luminaire complet. Certains peuvent être choqués parce qu'on parle beaucoup d'écologie à l'heure actuelle. Mais on est malheureusement, dans toutes les gammes de produits, on arrive à ce stade-là, c'est que plus rien n'est réparable. Ou tout coûte trop cher pour être réparé. Mais bon, quand on voit qu'à l'époque, une ampoule à incandescence nous donnait 1000 heures d'autonomie, et maintenant avec des LED intégrés, on arrive entre 15 et 20 000 heures, j'estime, franchement, si on doit changer une lampe tous les 15 ans ou 20 ans et la jeter, donc au moins ce coup-ci, il est fichu, il n'est pas juste posé dans une cave, dans un coin ou jeté n'importe où. Ça me surprend. Enfin voilà, c'est inconsommable. Je sais pas, moi, c'est comme si on vend une batterie, puis ils ont cassé les baguettes de batterie, puis qu'il faut que je change la batterie parce qu'il n'y a pas de baguette, quoi. Enfin, je sais pas. Au-delà de ce cas particulier, l'Association suisse des industriels de l'éclairage confirme aussi. La tendance est à l'intégration des LED dans les luminaires. Aujourd'hui, c'est probablement 90% des luminaires qui sont à LED intégrés. Mais intégré peut aussi signifier qu'on utilise déjà des modules qui peuvent être changés. C'est la différence entre les luminaires professionnels qui utilisent de plus en plus ces modules changeables, alors que les luminaires destinés à la consommation privée ne le permettent pas. Même constat du côté de la Fédération romande des consommateurs qui a mené l'enquête en Suisse romande. Au cours de cette enquête, on a rendu visite à 37 enseignes réparties sur tous les cantons romans. Et ce qu'on a constaté, c'est que toutes les enseignes sont concernées finalement et que ça concerne jusqu'à 75% de l'assortiment des luminaires. C'était vraiment généralisé. Donc on a regardé autant des suspensions que des lampes de bureau, que des lampes sur rail ou des lampadaires. Et puis au final, chaque type de lampe était concerné, autant des bons marchés que des plutôt chers, jusqu'à près de 1000 francs, qui finalement avaient aussi des sources lumineuses intégrées. Et au final, nos enquêteurs étaient très choqués parce que c'est vrai qu'eux n'étaient pas conscients justement de l'existence de ce type de produit. Ils se sont rendus au magasin et ils se sont rendus compte que souvent, ils devaient vraiment procéder par déduction pour trouver cette information clairement mentionnée. Nous l'avons vérifié. En matière d'étiquetage, les fabricants de luminaires sont extrêmement créatifs. On a toujours une base légale en Suisse, c'est que si le LED est intégré, on doit avoir la classe de consommation. Là, on a une grande partie des langues, l'allemand, le français, l'italien, le tchèque. Là, on voit que c'est marqué LED. Et là, c'est marqué qu'en allemand que c'est une LED intégrée et que c'est pas changeable. Là, on n'a que la classe énergétique, mais en aucun cas, c'est noté LED changeable ou pas changeable. Mais vu qu'il y a une classe de consommation, c'est qu'il y a une source énergétique dedans. Donc en fait, il faut décoder cette question. Il faut malheureusement décoder les langages des fournisseurs. Ou sinon, nous faire un petit coucou et puis nous, on est toujours présents. Pourtant, la législation suisse est claire. Nous avons soumis quelques-unes des étiquettes rencontrées à l'expert de l'Office fédéral de l'énergie. Cette étiquette est conçue pour une ampoule et non pour un luminaire. L'étiquette est correcte, mais elle est posée sur le mauvais produit. Ici, il s'agit aussi d'une lampe. On indique que les LED ne sont pas remplaçables, mais dans ce cas aussi, ce n'est pas l'étiquette correcte. C'est l'étiquette d'une ampoule et non d'un luminaire.
Et la dernière? Cette étiquette est correcte. On voit ici le symbole de lampe à LED intégrée. Elle a été établie pour un luminaire. Elle est donc correctement posée. L'information passe, à condition de parler allemand. L'étiquette doit être écrite dans une langue nationale. On peut les trouver en allemand, en français et en italien dans les commerces suisses. Manifestement, c'est le plus grand flou dans le monde des luminaires à LED intégrés. Une situation que les associations de consommateurs n'acceptent pas. La FRC envisage de déposer une intervention parlementaire à la prochaine session pour demander l'interdiction de ce type de luminaire. Parce qu'on estime que même si la mention figure sur l'emballage ou sur l'étiquette énergie, ce n'est pas suffisant. On s'est rendu compte que finalement, il faut être conscient du phénomène pour faire le bon choix. Beaucoup de gens vont se retrouver à la maison avec leur lampe, même si c'est bien mentionné dessus que la source lumineuse est intégrée, ils ne vont pas forcément réaliser que ça signifie qu'ils devront jeter la lampe finalement une fois que l'ampoule a cessé de fonctionner. En Europe, dès 2021, la nouvelle réglementation exigera que les LED soient remplaçables. C'est peut-être la fin d'une obsolescence programmée. Naturellement, pour les fabricants de luminaires destinés à la clientèle privée, ce sera un grand changement. Alors que pour l'industrie de l'éclairage professionnel, ce sera plus facile à faire, puisque la grande majorité des luminaires professionnels sont déjà équipés de modules interchangeables. Mais oh, surprise, on vient d'apprendre que d'ici septembre 2021, pendant la période transitoire donc, les fabricants ne sont plus obligés de mentionner que les LED ne peuvent pas être remplacés, donc il faut être extrêmement attentif. Les LED ont aussi envahi l'espace public, les éclairages de rue par exemple. Comme ces ampoules sont économiques, on en a installé de plus en plus. Nous nous trouvons dans un endroit rural, dépourvu d'habitation humaine, et pourtant nous recevons de la lumière artificielle qui a peut-être une utilité sur place, en ville, mais qui finit malheureusement dans un environnement où elle n'a rien à faire là. C'est donc, d'un point de vue utilitaire, une pollution lumineuse. La pollution lumineuse visible sur cette carte n'a fait qu'augmenter ces dernières années, en Suisse comme dans le monde. L'arrivée des LED dans l'éclairage public permet-elle de lutter contre sa propagation? En pratique, ce qu'on observe, c'est que beaucoup de communes en Suisse notamment ont fait le pas vers les LED, mais en ont profité pour augmenter la luminosité de leurs lampadaires. Et au final, alors que c'était une motivation entre guillemets écologique par des réductions de consommation d'énergie électrique, on se retrouve avec une pollution lumineuse qui est beaucoup plus élevée après le passage au LED qu'avant. La nuit, la lumière nous rassure, mais on sait aussi que trop éclairée est néfaste pour l'environnement, tout particulièrement pour les animaux sauvages. Finalement, ces animaux, dont une grande part est nocturne, n'ont pas besoin de cette lumière. Et tous les animaux n'ont pas non plus la même perception de la lumière que nous. Quelque chose qui peut paraître sombre à un être humain est en fait, nous paraît comme en plein jour pour un animal nocturne, par exemple une chouette. Tous les animaux sont gênés par la pollution lumineuse, même si ses premières victimes sont les insectes. Une étude a montré qu'on avait perdu en Allemagne, en 10 ans, 65% de la biomasse des insectes. La pollution lumineuse est une des causes de ce déclin, avec l'utilisation massive de pesticides pour l'agriculture, la destruction des habitats et le changement climatique au sens large. Et puis, on mesure aussi, d'un point de vue plus utilitaire, que les pollinisateurs ont tendance à moins venir visiter des champs qui sont pollués par de la lumière. En fait, on mesure une perte de productivité des champs qui sont soumis à de la pollution lumineuse. La pollution lumineuse a donc un coût économique, écologique, et elle agit aussi sur la santé humaine. Mais grâce aux LED intelligemment utilisés, on peut limiter son impact. Les LED, ça nous permet de mieux cibler la lumière et donc les endroits qu'on doit éclairer, et également de faire varier l'intensité lumineuse de 0 à 100%. Ces possibilités-là n'existaient pas avec les anciennes technologies.
On parle d'éclairage intelligent, qu'est-ce que c'est? L'éclairage intelligent, c'est tout simplement pouvoir mettre la bonne quantité de lumière au bon endroit et selon les bons usages. C'est précisément la réflexion que la commune de Bernay a menée. Cette grande commune en périphérie de la ville de Genève a choisi la lumière la plus adaptée à chacune de ces zones. Exemple ici sur le chemin d'accès aux tennis municipaux. On a trouvé des luminaires solaires LED. Puis ensuite, on a un détecteur de mouvement qui permet simplement au passage à heure fixe où les gens viennent changer les équipes pour jouer au tennis à leurs heures qu'ils ont réservées, justement d'éclairer juste le cheminement. Et ensuite, dès qu'ils sont dans la bulle pour jouer leur match de tennis, la lumière s'éteint. Autre exemple, ici sur le chantier du prolongement du tram en bordure du village. L'objectif reste le même, éviter un éclairage inutile. Ça sera que des LED. Alors ça a un gros avantage aussi, c'est que si on veut éteindre, avoir des zones qu'on laisse éclairer, qu'on change les horaires, tout ça c'est possible avec les LED. Et maintenant, on parle de plus en plus des couloirs noirs pour que des animaux puissent se déplacer. On s'est rendu compte que la lumière, comme des routes à fort trafic, devenait des barrières pour certaines espèces nocturnes. Donc de conserver des zones éteintes était très importante au niveau communal également. On peut aussi réduire l'impact de la lumière sur l'environnement en jouant sur la température de couleur des luminaires. Au début de l'utilisation des LED, pour des questions d'efficience énergétique, on utilisait des lumières plutôt froides. Puis avec l'évolution technologique, on dispose maintenant de lumières à teinte chaude qui ont les mêmes efficiences qu'on avait à l'époque et puis qui respectent mieux la biodiversité. Et si on réapprivoisait la nuit? Si on redécouvrait les étoiles comme le proposait l'opération La Nuit est belle, menée à Genève le 26 septembre dernier. Ce soir-là, le canton avait tiré la prise de l'éclairage public jusqu'à minuit. Il s'agissait de sensibiliser la population qu'il était possible en fait d'avoir un éclairage un petit peu différent et peut-être se passer de lumière dans des heures à faible densité de trafic ou de personnes. Et que finalement, ça permettait à tout un chacun d'admirer ce qu'on voyait depuis de nombreuses années, c'est-à-dire des nuits étoilées, comme avaient probablement nos aïeuls il y a de nombreuses années. Malgré les craintes de la police, le bilan de l'opération est positif. Pas plus d'agressions ni d'accidents qu'en outre-soir. Les Genevois se sont plutôt bien accommodés de la pénombre.